que nous avons eue depuis le mois de mai dernier. Nous nous sommes rencontrés quelques semaines après mon élection, en marge du sommet de l'OTAN, et nous n'avons cessé depuis lors d'échanger de manière régulière, soit au gré de rencontres internationales, soit au gré d'échanges très réguliers par voie téléphonique. Et comme je l'ai à plusieurs reprises rappelé, c'est en effet la conception qui est la mienne du dialogue et du travail en commun. D'abord parce que nos pays ont une relation ancienne, forte, qui justifie pleinement ce travail. Relation de culture, d'échanges intellectuels, culturels, artistiques, économiques, stratégiques. Et dans ce cadre, je tiens non seulement à cette histoire, mais à la présence de l'OTAN, de la Turquie au sein de l'OTAN et de la Turquie au sein de la Convention européenne des droits de l'homme. Et nous avons eu l'occasion de rappeler l'attachement de la Turquie à ces deux alliances auxquelles nous sommes, ces deux conventions internationales qui manifestent une partie de ce lien historique qui nous lie et cet ancrage commun que nous avons. Aussi parce que nous avons aujourd'hui des problématiques communes, des ressortissants de part et d'autre et des communautés en partage, des femmes et des hommes qui vivent entre leur identité turque et française, et qu'elle il faut chaque jour penser dans le contexte de la relation bilatérale, et parce que nous avons, sur le plan bilatéral et régional et international, des intérêts en commun et de nombreux défis à relever ensemble. Nous avons pu, à l'occasion de ce long échange que nous avons eu, d'abord revenir sur les principaux domaines de notre coopération bilatérale. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme, qui a frappé à plusieurs reprises nos deux pays. Et notre coopération, je dois le dire, Monsieur le Président, sur ce sujet, est à mes yeux exemplaire. Le travail entre les différentes administrations et les différents services fonctionne parfaitement bien. Les accords passés fonctionnent eux aussi très bien. Et je crois que nous avons pleinement conscience l'un et l'autre de la nature du risque terroriste et de ce qu'il en a coûté à nos peuples. Nous prenons les mesures nécessaires sur notre sol pour lutter contre le PKK, que nous considérons comme une organisation terroriste, en particulier pour démanteler ses réseaux de financement. Et nous œuvrons aussi pour lutter contre toutes les formes de terrorisme, Daesh et tous les groupes terroristes associés, dans la zone irako-syrienne comme dans les autres régions. Cette lutte contre les terrorismes, nous la poursuivrons ensemble à travers des partenariats renforcés et en particulier un travail que je souhaite encore plus intense dans les semaines et le mois qui viennent, dans la perspective de la conférence qui sera organisée à Paris en avril prochain, permettant justement de lutter contre toutes les formes de financement du terrorisme. En tant qu'alliés au sein de l'OTAN, nous approfondissons aussi notre coopération en matière de défense et c'est l'objet du premier accord qui a été signé devant vous avec le projet de défense antimissile porté par le consortium franco-italien Eurosam. Et l'étape franchise aujourd'hui est importante dans ce cadre et pleinement cohérente avec justement nos engagements et notre vision commune sur ces sujets. Nous avons également une relation économique forte qui a encore un important potentiel de développement. Les deux autres accords signés aujourd'hui, avec en particulier l'offre présentée par Airbus pour l'acquisition de nouveaux appareils par la compagnie Turkish Airlines, qui est un important accord. L'accord justement entre pays eximes en termes de financement qui permettra d'accompagner nos acteurs avec des mécanismes de garantie et d'accompagnement spécifiques sur le plan financier est un élément important et je souhaite que nous puissions poursuivre ce travail sur le plan économique. Dans ce cadre-là, je veux ici rappeler, et nous l'avons évoqué, l'importance du projet de centrale nucléaire de Sinop, en partenariat avec le Japon, qui structure aussi cette relation. Et je me félicite également du fait que ces derniers mois ont marqué un progrès important dans cette relation, en particulier dans le domaine agricole et agroalimentaire. Par l'engagement et le travail de nos ministres de l'Agriculture, nous avons pu réouvrir, justement pour le bœuf, certains accès et des échanges qui sont très structurants pour nos éleveurs. 5700 tonnes ont ainsi été
ouvert à l'export pour la viande en morceaux. Nous allons maintenant ouvrir sur la viande sur pièces, ce qui est un élément important et ce qui est des perspectives pour nos éleveurs que nous souhaitons accompagner à l'export. Et nous souhaitons pouvoir, sur la volaille ou les fruits et légumes, continuer justement cette ouverture des marchés et donner des perspectives nouvelles. Nous avons également évoqué la crise régionale ensemble. Sur le Proche-Orient, j'ai réaffirmé au président Erdogan quelle était la position de la France, celle que j'ai rendue publique en fin d'année dernière suite aux déclarations américaines, et notre volonté donc, d'une part, aujourd'hui d'en appeler au calme et à la stabilité dans la région, et d'œuvrer pour une paix qui ne peut se construire qu'entre Israéliens et Palestiniens sur la base du respect du droit international, de la reconnaissance de deux États vivant en paix, ayant l'un et l'autre Jérusalem pour capitale, et des frontières préservées par le droit international. Nous sommes ensuite longuement revenus sur la Syrie, qui est pour nous un élément essentiel à la fois sur le plan stratégique et sur le plan de la sécurité. Je rappelle que c'est en Syrie qu'ont été fomentés les derniers attentats contre la France et que nous sommes aujourd'hui en passe de gagner le conflit contre Daesh, je l'espère, dans les prochaines semaines. Mais je n'oublie pas que la Syrie est aussi l'un des grands pays frontaliers de la Turquie et donc un intérêt tout aussi important pour le président Erdogan. Je sais aussi ce que représente le conflit syrien pour la Turquie, qui accueille plus de 3 millions de réfugiés sur son territoire. Et sur ce sujet, je dois dire que j'ai pu percevoir une communauté de vues et d'intérêts stratégiques. La volonté, une fois la guerre contre Daesh gagnée, de construire la paix et la stabilité de la Syrie. Le fait de la construire en ayant justement la vue la plus inclusive possible et la reconnaissance de toutes les formes de minorités et de sensibilité politique, et la nécessité d'annoncer une transition rapide. Et dans ce contexte-là, je souhaite que nous puissions travailler ensemble. Les processus d'Astana et de Sotchi ont eu leur intérêt pour la désescalade militaire. Je l'ai dit au président, ils ne construiront pas à mes yeux la paix, parce qu'ils sont biaisés sur le plan politique. La Turquie a pris une initiative en février, et nous allons travailler ensemble dans ce cadre. Et je souhaite que nous puissions aussi travailler ensemble sur cette feuille de route inclusive qui permettra d'organiser un processus de transition que le peuple syrien choisira, mais dans un cadre que nous garantirons, où en particulier toutes les sensibilités à tous égards pourront s'exprimer, et où toutes les femmes et les hommes qui ont fui le régime et qui sont aujourd'hui en Turquie, au Liban, en Jordanie, en Europe ou outre-Atlantique, auront la possibilité d'être représentés et de s'exprimer. Je souhaite donc que nous puissions ensemble œuvrer dans ce contexte-là pour apporter une solution utile et durable à la Syrie. Nous avons également évoqué les relations entre la Turquie et l'Union européenne, plus largement l'Europe. À ce titre, j'ai rappelé au président Erdogan que, à mes yeux, l'ancrage au sein de la Convention européenne des droits de l'homme était très important. Je sais les choix récents qui ont été faits. Lorsque je me suis rendu au siège de la CEDH, je me suis exprimé très clairement sur ce sujet. Je souhaite que la Turquie reste pleinement, entièrement, complètement, à tous égards, membre de cette convention, parce que je pense que ça fait partie de son identité et que c'est notre intérêt commun. Et je ferai tout pour œuvrer en la matière, qu'il s'agisse du statut de membre comme celui de financeur majeur. Pour ce qui est de la relation avec l'Union européenne, il est clair que les évolutions récentes et les choix ne permettent aucune avancée du processus engagé. Nous avons une discussion très franche sur ce sujet, mais je pense que la coopération, le travail exigeant d'un dialogue qui doit être repensé, reformulé dans un contexte plus contemporain et prenant en compte les réalités aujourd'hui qui sont les nôtres, doit être proposé dans les prochains mois. Je sais que le président Juncker a beaucoup travaillé sur ce sujet, et je salue d'ailleurs son engagement à cet égard, et je souhaite que nous puissions reprendre un dialogue apaisé qui permette de construire une relation qui est essentielle à mes yeux, à la fois pour nous-mêmes, pour la région et la stabilité, qui ancre, à tous égards, la Turquie dans ce dialogue avec l'Union européenne, mais
il est évident que nous devons sortir d'une hypocrisie qui consisterait à penser qu'une progression naturelle vers l'ouverture de nouveaux chapitres est possible. Ça n'est pas vrai. Sur la question des droits fondamentaux, nous avons aussi eu un échange bilatéral, en tête-à-tête, et je veux ici être extrêmement clair et direct, et c'est la nature, je crois, de la relation que nous avons. J'ai le plus profond respect et la pleine conscience des défis que vit aujourd'hui la Turquie. Et je sais le combat contre le terrorisme et des déstabilisations putschistes, militaires, auxquelles la Turquie a eu à faire face. Et à ce titre, en tant que dirigeant extérieur, je n'ai pas d'ingérence à avoir ou quelque expression que ce soit. J'ai même, sur la lutte contre le terrorisme, une communauté de vues, d'intérêts et une détermination que nous continuerons à avoir en commun. Nous avons ensuite des désaccords sur la vision qui est la nôtre des libertés individuelles dans ce contexte. Et nous l'avons abordé de manière très précise, et ça ne peut être abordé d'ailleurs que de manière précise. J'ai donc évoqué plusieurs cas au président Erdogan de manière extrêmement spécifique, sur lesquels nous continuerons à dialoguer, et c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné, avec un dialogue qui a été fructueux. Et je dois le dire, à 2 reprises par le passé, lorsqu'un journaliste et un étudiant en journalisme ont été emprisonnés en Turquie, ce dialogue a permis de trouver une issue qui a été favorable. J'ai donc soulevé en particulier le cas de l'université de Galatasaray, qui est pour moi un sujet de grande préoccupation, puisque ce sont à la fois des universitaires et des étudiants qui sont sous le coup d'une procédure. Or, c'est un établissement créé par un accord franco-turc de 1992, un pilier essentiel de notre coopération bilatérale. Et j'ai mentionné le cas de plusieurs dirigeants, d'ONG et des journalistes, en particulier dans le cadre des échanges que j'avais eus avec Reporters sans frontières et avec plusieurs journalistes français ou dirigeants de médias français qui m'avaient interpellé sur des journalistes qu'ils soutenaient. Ces cas ont été évoqués point à point. J'ai transmis la liste au président Erdogan et nous continuerons à en discuter, à échanger, pour que tout ce qui peut être ainsi réglé le soit. De ce côté, le président a indiqué plusieurs cas qu'il considère comme liés au terrorisme et qui seraient aujourd'hui en Europe en situation active, et nous regarderons de la même façon s'il s'agit d'activités terroristes. Ce que je veux dire ici, c'est que je crois très profondément que nous avons un chemin de crête qui est un défi pour tous les dirigeants, mais un défi pour la défense de l'état de droit et de la démocratie à l'époque contemporaine. Nos démocraties doivent être fortes contre le terrorisme, parce que la légitimité même de l'État, c'est de protéger ses concitoyens. Et je m'emploie chaque jour à ce que ce soit le cas. Mais dans le même temps, nos démocraties doivent complètement respecter l'état de droit. Parce que ce que cherchent les terroristes, c'est de nous affaiblir dans nos principes, de nous emmener sur leur terrain, qui est au fond cette haine de la raison, de l'intelligence et de la liberté. Et donc, à cet égard, je crois que le dialogue que nous avons depuis le début l'un et l'autre, et que nous avons eu aujourd'hui, direct, franc, a des perspectives, parce que, sur le fond, nous sommes plongés dans ce même défi. Et je connais la vie et l'expérience du président Erdogan. Je sais qu'il a lui-même été privé de liberté. Je sais combien ce sujet est important pour lui. Le peuple turc lui a fait confiance à plusieurs reprises. Et donc je sais qu'il a aussi en tête ce chemin de crête difficultueux. Et je suis donc, pour ma part, persuadé que nous trouverons, sur chacun des sujets de notre échange très direct, des solutions concrètes, réelles, et qui permettront, sur les quelques cas que j'ai évoqués, de régler ce qui parfois est tout simplement un malentendu, mais un malentendu dommageable. Et donc, à cet égard, je mets beaucoup d'intérêt et de force dans cet échange. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, en redisant au président Erdogan le plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui à Paris. Les temps que nous vivons sont des temps de défi. Si les choses étaient simples, peut-être d'ailleurs
ni vous ni moi dans nos pays respectifs ne serions là. Il nous faut donc, dans un dialogue exigeant, tout à la fois savoir évoquer nos différences et nos désaccords pour progressivement les réduire, mais surtout ancrer, renforcer ce qui nous lie, la volonté de développer un partenariat économique fort et bénéfique, la poursuite d'échanges académiques, culturels indispensables et un partenariat stratégique pour notre sécurité et la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie. Sayın Cumhurbaşkanı, Monsieur le Président de la République, saygıdeğer heyet üyeleri, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation, değerli basın mensupları, éminents membres de la presse, en kalbi je duygularımla voudrais vous saluer avec mes selamlıyorum. sentiments les plus sincères Özellikle Fransa et en particulier, Cumhurbaşkanı değerli dostum Sayın je voudrais dire Macron'un nazik davetine que je icabette suis Fransa'yı particulièrement heureux ziyaret etmekten de visiter aujourd'hui la France à l'invitation très aimable de mon cher ami, le président de la République française, Emmanuel Macron. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le Président de la République et en sa personne tout le peuple français pour l'hospitalité qui m'a été manifestée à moi-même et à ma délégation depuis que nous sommes arrivés en France. Lors de cette visite, nous avons renforcé notre amitié qui a un passé qui remonte à 5 siècles. Et grâce aux pas que nous franchissons ensemble, grâce aux accords que nous signons ensemble, nous voyons que cette amitié se poursuit en se renforçant. Aujourd'hui, que ce soit lors du déjeuner de travail avec les délégations ou lors de notre entretien en tête-à-tête, nous avons abordé toute une série de problèmes politiques, militaires, économiques, culturels, tous les domaines concernés entre nos deux pays. Et lors de ces entretiens, nous avons abordé les relations entre la France et la Turquie, les problèmes régionaux, les problèmes et les développements dans la communauté internationale, et nous avons pu évaluer tout cela de façon extrêmement sérieuse. Avant toute chose, dans le cadre du processus de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, malheureusement, nous voyons que le premier pas a été fait en 1963 et nous sommes aujourd'hui en 2017 et la Turquie, ça fait 54 ans qu'elle attend dans l'antichambre de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous savons que la France est un pilier très important de l'Union européenne. Et nous avons aussi abordé ce sujet-là de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autres pays semblables à la Turquie au sein de l'Union européenne. Quand il s'agit de dire pourquoi on en est là, l'Union européenne n'est pas capable de nous le dire vraiment, de nous donner ses raisons. À tel point que, dans un premier temps, on nous avait bloqué 15 chapitres de négociations et maintenant nous sommes bloqués sur 35 chapitres. Et ces 35 chapitres, ensuite, avec une approche tout à fait différente, en sont arrivés au point où nous arrivons à ouvrir peut-être certains chapitres, mais nous n'arrivons pas à les clore. Nous avons vécu aussi ce processus et nous sommes encore dans ce cadre. Alors cela, bien entendu, cela nous a sérieusement fatigués. Et cela a fatigué très sérieusement aussi ma nation. Alors que peut-être cela nous pousse à prendre peut-être une décision. Car on ne peut pas en permanence en train d'implorer que l'on finisse par nous prendre au sein de l'Union européenne. Je le dis ici, en France, je le dis à partir d'ici. Nos relations politiques, nos relations économiques, nos relations commerciales, quand nous prenons chacun des sujets concernés, il n'y a pas de problème. Nous sommes ensemble au sein de l'OTAN. Autrement dit, nous avons un partenariat stratégique sur le point militaire aussi, qui est une force de part et d'autre. D'ailleurs, aujourd'hui, ici, vous avez vu, nous avons signé un accord pour Eurosam, ce qui est un accord extrêmement important, qui inclut également un autre pays membre de l'OTAN, l'Italie en l'occurrence. Donc nous avons fait un pas pour un accord tripartite. Et la suite
viendra rapidement. Nous devons progresser rapidement et très rapidement, nous devons passer au stade de la production de ces missiles. Un autre pas auquel j'accorde beaucoup d'importance, Monsieur le Président de la République l'a dit également, c'est l'accord également dans le domaine de l'agriculture, qui est extrêmement important dans l'alimentaire, et cela nous montre où en sont venues les relations franco-turques aujourd'hui. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'arriver à un volume de commerce extérieur bilatéral qui puisse atteindre les 20 milliards d'euros. Ce chiffre est un objectif qui est parfaitement possible lorsque la France et la Turquie se mettent main dans la main. C'est quelque chose que nous pouvons réussir. Tout le problème ici, c'est que nos ministres concernés et nos unités concernées, nos chambres de commerce, soient en solidarité et agissent ensemble de concert. Un autre pas important, c'est aussi ce protocole d'accord que nous avons pris entre la Turkish Airlines et la firme Airbus. Nous avons signé le protocole et désormais, nous n'avons plus qu'à souhaiter bonne chance à la suite de ce procès. D'ailleurs, des firmes comme Aselsan, Roketsan ou Eurosam, ce consortium également, progressent dans ce sens. J'espère que ces accords apporteront du profit à ceux des pays. Les Exim Bank de chacun des pays ont fait également un pas supplémentaire en signant un accord. Cela, bien entendu, va apporter une contribution très sérieuse au développement de nos relations économiques. Et nous avons en effet beaucoup d'attentes là-dessus. Mais le plus important, le sujet le plus important sur lequel nous avons insisté et sur lequel nous devons insister, c'est la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en proie au terrorisme depuis 35-40 ans. Nous avons payé un très lourd tribut au terrorisme. La France aussi, dans la lutte contre le terrorisme, a aussi payé des tributs importants, je le sais. Mais en Turquie, en ce moment, il y a également des gens, des réfugiés syriens qui vivent dans les camps de réfugiés ou qui vivent ailleurs. Et le nombre de réfugiés syriens qui vivent en Turquie est aujourd'hui de près de 3,5 millions de personnes. Ces gens vivent à l'échelle de l'ensemble de la Turquie dans différentes villes. Et au-delà de celles, il y a également 260-270 000 personnes qui vivent dans les tentes ou dans les villes containers, dans les camps de réfugiés. C'est nous qui prenons en charge tous leurs soins. L'État, les ONG. Et jusqu'à maintenant, la Turquie a dépensé 30 milliards de dollars pour ces réfugiés syriens. L'Union européenne nous avait promis une aide, mais qui n'a toujours pas été, promesse qui n'a toujours pas été tenue. Lorsque nous parlons avec les responsables de l'Union européenne, ils disent oui, nous avons planifié, nous allons vous donner cette somme, elle arrive, elle va arriver, mais nous n'avons toujours rien reçu. Toute l'aide que nous avons reçue de l'Union européenne, c'est 900 millions, malheureusement, d'euros. De même, lorsque vous regardez le commissariat au niveau des Nations Unies des réfugiés, il n'y a pas beaucoup d'argent qui vient non plus. Nous avons reçu, je pense, 600 millions de dollars d'aide. C'est tout ce que nous avons reçu des Nations Unies. Mais malgré cela, nous ne reculerons pas, nous continuerons à aider les réfugiés syriens, nous continuerons à les accueillir et à leur apporter le plus grand soutien possible et imaginable. Pourquoi? Parce que c'est une tâche humanitaire, c'est une tâche de conscience humaine pour nous. Et quant à la lutte contre le terrorisme, notre lutte contre le Daesh se poursuit de façon intense. Au sein de nos frontières, nous luttons contre le Daesh. À notre frontière, il y a la lutte que nous menons contre le Daesh en Syrie. Nous l'avons mis à Jarablus, nous l'avons donné à Al-Bab. Nous l'avons mené lors de l'opération Bouclier de l'Euphrate. Et à tout moment, nous continuons à lutter et nous continuerons à lutter contre le Daesh. Mais maintenant, je m'adresse à mes amis. Je leur dis, le PYT, le YPG sont des annexes de l'organisation terroriste PKK et nous voulons que nous menions cette lutte contre ces organisations terroristes de la même façon, ensemble. Mais malheureusement, certains de nos amis, vous le voyez, considèrent toujours le YPG, le PYT à leur côté, les tirent à leur côté et pensent qu'ils sont en train de lutter contre le Daesh avec eux.
Or, on fait de nouvelles planifications contre le Daesh et on leur prépare de nouveaux espaces de vie en réalité. Et là aussi, il faut être malin. Il faut que nos organisations de renseignement puissent être en solidaire, échanger des informations. Il faut être vigilant et mener à un stade plus élevé leur travail. Bien sûr, en France, il y a également à peu près 700 000 personnes venant de Turquie qui sont intégrées en grande partie dans la société française et qui vivent en France et qui jouent un rôle de pont entre nos deux pays et cela nous satisfait très sérieusement. Mesdames et messieurs les membres de la presse, dans notre entretien aujourd'hui, bien sûr, nous ne nous sommes pas limités uniquement à ces sujets-là. Nous avons parlé de la Syrie, de l'Irak, de la Palestine également. Nous avons parlé des relations entre la Palestine et Israël. Et nous avons parlé également de la solution d'une Palestine avec deux États. Mais lors du vote, lorsque nous avons pu parler lors du vote aux Nations Unies récemment, nous avons pu également évaluer les pour et les contre. Nous n'avons pas une approche émotive de ces événements. Mais lorsque nous analysons ce qui se passe, il faut que l'on donne à chacun leur dû, leur droit. C'est ça que nous voulons dire. Il faut que nous le fassions. C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas dire « je suis fort et puisque je suis fort, j'ai raison ». Non, ce n'est pas comme ça que marchent les choses. Être fort, être plus fort n'est pas en soi une raison pour avoir la légitimité. Si vous êtes dans le bon droit, vous êtes fort. Si vous n'êtes pas dans votre bon droit, vous n'êtes pas fort. Tôt ou tard, il faut savoir que vous risquez de perdre tout ce que vous avez. Et ça, nous en voyons les exemples. En Libye, nous avons vécu les mêmes problèmes. En Égypte, de même. Une main de l'extérieur vient en permanence, malheureusement, semer la pagaille dans ces villes. Vous savez ce qui se passe dans le Golfe. Mon ami Macron, à cette période, en effet, personnellement, et moi de même, nous avons eu une diplomatie du téléphone en permanence, nous avons discuté avec chacun des partis, nous avons essayé de voir comment nous pouvons aider à résoudre les problèmes et nous en avons toujours parlé également entre nous en permanence. Quant à la question de Jérusalem et de la Palestine, il y a des pas que l'on pourrait faire à l'avenir et là encore, nous allons continuer à être en conciliabule très proche avec la France pour tous ces problèmes. Et notre dialogue avec la France, en particulier sur la question de la Syrie, va se poursuivre également de façon très déterminée. Et sur la question de la Syrie, nous voulons réunir une rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays affinitaires. Et à la suite de ces réunions, nous pourrons aussi voir comment nous pouvons progresser dans ce dossier. Un autre sujet que nous avons abordé également, c'est bien entendu la sensibilité par rapport aux membres de l'organisation terroriste FETÖ, l'organisation guleniste. Ils ont des institutions, ils ont des ONG, ils essayent de s'institutionnaliser. De même, c'est ce que fait également le PKK. Donc la sensibilité là-dessus ne devra pas être mise de côté, car sinon je pense que cela créera des problèmes à l'avenir, car nous avons payé un tribut très lourd. Par exemple, le 15 juillet 2016, lors de la tentative de coup d'État, comme vous le savez, nous avons eu 251 martyrs, 251 personnes qui ont été tuées par cette organisation terroriste FETÖ guleniste qui nous a fait payer ce prix-là. Nous avons eu 2193 de nos citoyens qui ont été blessés, gravement blessés. Donc cette organisation terroriste nous a fait payer un tel prix. Nous ne voulons pas que nos amis payent également ce genre de tribut à ces organisations terroristes. Ici, en ce moment, nous luttons à l'intérieur contre le FETÖ, nous luttons contre le PKK, nous luttons contre le Daesh et nous continuerons à lutter. Mais nous sommes déterminés. Bien sûr, un autre sujet sur lequel il serait utile que j'insiste également, c'est qu'avant tout, la Turquie est un État de droit. Par conséquent, l'Occident nous dit toujours la justice est indépendante. Mais oui, mais en Turquie, elle n'est pas dépendante. En Turquie aussi, la justice est indépendante. Et la justice indépendante
prend ses propres décisions kendisi de kararı et elle-même veriyor. prend Ve bununla ilgili toutes sortes de verdicts et de décisions. Sayın Cumhurbaşkanı Et sur bana ce bazı sujet, isimler Monsieur verdi. le Président de la République m'a Ben donné Adalet certains noms. Bakanımızdan Moi, je vais bunlarla ilgili bilgileri demander à notre ministre de la Justice de nous donner toutes les informations concernant ces personnes-là. Je vais lui envoyer toutes les informations, mais je voudrais qu'on sache la chose suivante. kendi kendine oluşturur. Le terrorisme ne se crée pas tout seul. Terörün ve teröristin bahçıvanları var. Il y a aussi les jardiniers de la terreur et du terrorisme. İşte o Ces jardiniers, düşünce adamıdır diye c'est les bakılanlar. gens que l'on considère comme étant des hommes de pensée ou Gazetelerin d'idées. köşelerinden Ils écrivent dans leurs journaux, dans leurs chroniques, bahçıvanı olarak, ils apportent de l'eau au moulin. Ils sont ceux qui sont les idéologues de ces terrorismes. C'est eux qui y contribuent, qui apportent de l'eau à ce moulin. Et un jour, vous voyez que ces gens-là, tout d'un coup, terörist olarak ils apparaissent en face de vous avec leur identité de terrorisme. 35.000'i aşkın Nous avons payé un tribut très lourd. Nous avons eu 35 000 martyrs dans ce cadre de cette lutte contre le terrorisme. J'espère que la France ne payera jamais un tel prix. çok teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Sağ olun. Merci. Très bien, nous allons maintenant prendre les questions. Merhabalar, CNN Türk Arzu Şakır Moren. Bonjour, CNN Turc, Arzu Şakır Moran. Ma question s'adresse aux deux présidents de la République. La réaccélération des relations avec l'Union européenne était l'un des thèmes de ce sujet. Monsieur Erdogan, vous avez dit que vous accordez beaucoup d'importance à ce sujet, mais vos déclarations ne nous indiquent pas comment cela va progresser. Est-ce que vos attentes ont été satisfaites, Monsieur Erdogan et Monsieur Macron? Vous avez parlé d'une approche nouvelle, plus moderne par rapport à l'Union européenne. Vous avez parlé des efforts que fait Monsieur Juncker, mais est-ce que vous parlez d'une Europe à plusieurs vitesses ou quelle est la proposition concrète de l'Union européenne pour la Turquie? Journaliste turc, vas-y. Ben tabii henüz daha beklediğimi alabilmiş değilim. Moi, je n'ai toujours pas reçu ce que j'attendais. Et il faudrait sans doute qu'on attende encore un peu pour obtenir ce qu'on veut. Et que ce soit mon ministre des Affaires étrangères ou que ce soit mon ministre des questions européennes vont suivre le processus. Il y a 16 chapitres qui ont seulement été ouverts, mais ils n'ont jamais été clos. Il y a 35 chapitres au total. Et il faudrait d'abord les ouvrir, les négocier et les clôturer et nous dire que nous sommes devenus membres. Et ce n'est qu'après que je pourrai apporter une réponse à votre question. Uniquement quand on sera membre. Le président Erdogan a rappelé tout à l'heure la longue vie du processus. Et je pense que l'Union européenne n'a pas toujours bien fait avec la Turquie. Parce qu'elle a laissé croire que des choses étaient possibles, alors qu'elles ne l'étaient pas totalement. Elle a fatigué des gens qui étaient pro-européens sincères. Elle a parfois alimenté les cynismes. Dans le cadre de la situation actuelle, le président l'a rappelé, 16 chapitres sur 35 ont été ouverts. Est-ce que, compte tenu des évolutions récentes de la Turquie, et là-dessus c'est peut-être un des désaccords qu'on aura, je crois que l'Union européenne a essayé de faire son travail à son rythme, qui n'est peut-être pas suffisamment preste, mais il y a eu aussi des changements liés au contexte turc, changements qui ont été voulus par le peuple turc. Et je le reconnais pleinement et je respecte la souveraineté de chacun, mais ces changements ne sont pas allés dans le sens d'une facilitation de l'ouverture de nouveaux chapitres ou de la clôture des chapitres ouverts. Et alors même que le doute a pu être installé par certains sur la Convention européenne des droits de l'homme, il est évident que les dernières années ne sont pas allées dans le sens d'un rapprochement avec l'Union européenne, on le sait bien. Donc dans ce cadre-là, je mentirais, je ferais perdre du temps si je disais qu'on va ouvrir de nouveaux chapitres dans les années qui viennent parce que tout va bien. On le sait parfaitement. Donc, moi je me concentre sur la relation bilatérale avec tous les sujets qu'on a ouverts. J'ai confiance dans la Commission européenne qui est en charge de cette procédure et dans les institutions européennes qui sont en charge, et je n'ai pas à m'exprimer pour tous les États membres, mais je pense qu'on gagnerait à avoir un discours de clarté. Et donc, en tout cas, au stade où nous en sommes, il faut lister les sujets qui sont bloquants, du point de vue de l'Union européenne, et avoir, comme on l'a nous, ce dialogue clair. Il y a des sujets qui ne permettent pas d'ouvrir de nouveaux chapitres, on le sait très bien. Et de regarder si on ne peut pas repenser cette relation, non pas dans le cadre d'un processus d'intégration, mais peut-être d'une coopération, d'un partenariat, avec une finalité. Et ça, je peux m'exprimer
au titre de la France sur ce sujet, c'est de préserver l'ancrage de la Turquie et du peuple turc dans l'Europe et de faire que son avenir se construise en regardant l'Europe et avec l'Europe. C'est ma volonté profonde. Mais je crois que quand on ne se dit pas les choses et quand on est dans l'hypocrisie d'un processus qui a des décennies de vie et qui bégaye, et la responsabilité n'est pas que d'un côté, cher président et mon cher ami, on ne se rend service ni à l'un ni à l'autre. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus franchement et plus directement. Ma volonté, c'est que nous fassions davantage ensemble, c'est que la Turquie reste ancrée, arrimée à l'Europe, mais je pense que le processus tel qu'il a ouvert ne permettra pas de déboucher dans les prochaines années. Bonjour, Laurent Richard pour le magazine Envoyé spécial sur France 2. Une question à vous deux. Monsieur le Président Erdogan, la France, l'Union européenne peuvent-elles décemment vous faire confiance en matière de lutte contre le terrorisme ? 7 ans après le début du conflit en Syrie, regrettez-vous avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en Syrie, en route vers la Syrie, par votre pays, la Turquie ? De la même façon, au regard du risque qui nous préoccupe tous aujourd'hui, le retour des djihadistes sur le sol européen et en France, entre autres, avez-vous, oui ou non, comme des informations nous sont parvenues, fait libérer des membres de Daesh en échange de la libération du personnel turc du consulat turc de Mossoul, dont des ressortissants européens? Avez-vous des nouvelles de ces djihadistes français, anglais, autrichiens, allemands? Savez-vous ce qu'ils sont devenus? Et avez-vous partagé ces informations avec les services français? Monsieur le Président de la République française, la France peut-elle faire confiance en votre partenaire turc, considérant le double jeu mené par la Turquie en Syrie pendant de longues années et de son soutien à certains groupes armés salafistes en Syrie? Merci. D'abord, je n'ai pas compris votre souris. Qui c'est qui a envoyé des armes en Syrie? Qui a envoyé des armes en Syrie? Il y a des camions de vos services de renseignement, les services du MIT, qui ont été interceptés en 2014, en décembre 2013 et janvier 2014, sur un poste frontière, et à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées, mais ont été immédiatement censurées. Toi, tu parles comme quelqu'un du FETÖ, Non, avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. Non, pas comme un journaliste. Tu parles exactement comme un membre du FETÖ. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait cette opération, c'était les procureurs qui étaient liés au FETÖ. Aujourd'hui, ils sont sous état d'arrestation. Ils sont en prison, les gens qui ont fait cette opération. Écoutez, les organisations de renseignement ne peuvent pas... Ils ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d'un côté ou de l'autre selon les lois. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu me poses pas cette question? 4000 camions d'armes ont été apportés par les États-Unis. Tu es journaliste, tu devrais le savoir. Tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus? 4000 camions d'armes ont été envoyés par les États-Unis en Syrie. Parlez de ça, écrivez cela. Quand vous posez vos questions, il faut être sensible. Et ne parlez pas avec les arguments des autres. Et il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ces couleuvres facilement en face de vous, il faut que vous le sachiez. Ça, ce sont des arguments et un discours de FETÖ, et il faut, s'il vous plaît, apprendre à ne pas parler avec ce discours à la FETÖ. Donc, la réponse était non. Il n'y en a pas eu. Et donc, moi, ma réponse peut être oui. Parce que aujourd'hui, nous travaillons très bien avec la Turquie dans toute la région. Et je veux dire sur quoi j'axe notre travail et sur quoi la confiance est établie. D'abord, il y a une vraie coopération en matière justement de lutte contre le terrorisme dans un pays qui voisine une zone extrêmement déstabilisée, qui est lui-même déstabilisé par les réfugiés, comme l'évoquait le Président, et où les échanges d'informations permanentes sont vitaux. Parce qu'il n'est pas possible qu'on ait par la voie de la frontière turque, des activistes, des terroristes qui puissent s'échapper et opérer en Europe. Et à ce titre,
La coopération que nous avons avec la Turquie est stratégique, elle est de qualité et elle est vérifiée comme étant de qualité chaque jour. Depuis que je suis président et en mesure d'en juger, je peux vous le dire. Donc nous avons, en matière de lutte contre le terrorisme dans la région ensemble, des intérêts convergents et une bonne coopération. Et pour moi, c'est très important. La deuxième chose, c'est que sur le plan stratégique, nous avons aussi une coopération que je veux rendre plus intense, parce que je pense que nos intérêts peuvent être et sont au fond les mêmes. C'est-à-dire de construire, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, une paix durable en Syrie. Il y a des sensibilités. Vous renvoyez à une période, je n'étais à ce moment-là pas président, où beaucoup de monde a joué des jeux divers en pensant être plus malin que l'autre. Nous avons un seul objectif aujourd'hui. Stabilité, éradication totale de Daesh et de tous les groupements terroristes et construction d'une paix durable en Syrie qui suppose ce modèle inclusif que j'évoque, c'est-à-dire que toutes les minorités soient représentées, puissent s'exprimer dans un État syrien. Et ça, c'est aussi l'intérêt de la Syrie à mes yeux, de la Turquie à mes yeux en Syrie. Pourquoi ? Parce que s'il y a la moindre déstabilisation, le président Erdogan, qui a plus de 9000 km de frontières avec la Syrie, sera la première victime, parce qu'il en aura les conséquences. Donc, nous devons travailler ensemble sur ce plan politique aussi et sur cette feuille de route inclusive. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Kayhan Karaca, NTV. Kayhan Karaca, chaîne de télévision NTV. Une question aux deux présidents sur la crise de Syrie. D'abord à M. Macron. Monsieur Macron, les processus d'Astana et de Sochi, vous avez dit que vous n'y croyiez pas trop. Vous disiez qu'ils n'étaient pas assez inclusifs. Et dans ce processus, il y a la Russie, il y a la Turquie et il y a l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce processus? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous inclure dans ce processus vous-même ou à travers vous? Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne pourrait pas s'intégrer dans ce processus? Est-ce que ce ne serait pas mieux si elle le faisait? Et dans la suite de cette question, une question à M. Erdogan. M. Macron donc a dit qu'il ne croyait pas au processus d'Astana et de Sochi, alors que la Turquie, l'Iran et la Russie poursuivent ce processus. Mais de l'autre côté, vous avez aussi, vous le dites, que vous avez un dialogue sur la solution de la crise syrienne. Tous les deux, vous avez dit que vous vouliez un dialogue entre la France et la Turquie pour la solution de la crise syrienne. Mais alors, comment, si la France ne s'intègre pas au processus de Sochi, comment vous allez faire ce dialogue? Comment vous allez arriver à une solution ensemble sur la crise syrienne? Bien. Sur ce sujet, je pense que le processus d'Astana a eu une utilité. Dans le cadre militaire, il a permis des zones de désescalade et de démilitarisation. Et donc, il était tout à fait utile. Mais nous entrerons dans les prochaines semaines, quand le conflit armé sera terminé, dans une situation qui sera l'après-guerre contre Daesh. Et là, c'est un processus politique qui commencera. Et le format d'Astana, Sochi, n'est à mes yeux pas tout à fait le bon. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je pense qu'il ne suit pas. Pourquoi ? Parce que je pense que plusieurs autour de la table n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts que le président Erdogan. Leurs intérêts est plus de construire leur influence, leur puissance ou leurs propres compromis bilatéraux avec la Syrie, plutôt que de construire une vraie stabilité inclusive. Et donc je pense qu'il faut associer d'autres puissances de la région, et il faut surtout, en termes de modalités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au sein de Sochi, nous assurer que toutes les sensibilités, toutes les oppositions sont bien représentées, et que nous nous mettons dans le cadre de ce qui d'ailleurs a été décidé au sein des Nations Unies, c'est-à-dire de la possibilité de laisser toutes celles et ceux qui ont fui soit Daesh, mais la plupart du temps le régime de Bachar el-Assad, pouvoir s'exprimer dans le processus politique que nous mettrons en place. Je crois qu'on partage une chose sur la Syrie. Ça n'est ni à Istanbul ni à Paris qu'on décidera de l'avenir de la Syrie. Et ni d'ailleurs à Sochi ou Astana. C'est le peuple syrien qui décidera de l'avenir de la Syrie. Nous devons, nous, créer les conditions pour que tout le peuple syrien puisse le faire. Aujourd'hui, les plus de 3 millions de Syriens qui sont en Turquie, ils n'ont pas fui la plupart du temps Daesh, ils ont fui le régime de Bachar el-Assad. Les millions
de réfugiés syriens qui sont au Liban, en Jordanie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, ils ont parfois fui le terrorisme et la guerre, mais dans une très large majorité, ils ont fui le régime de Bachar el-Assad. C'est ça la réalité. Et donc si nous avons un processus qui est trop complaisant avec le régime actuel, il sera biaisé et il ne permettra pas la paix, le retour des réfugiés et la véritable détermination par lui-même de son avenir par le peuple syrien. Voilà ce que je peux vous dire là aussi de manière très claire. Donc moi j'ai fait, je dirais, une évolution par rapport à la doctrine historique française qui a été de dire, pour moi, l'éradication de Bachar el-Assad n'est pas un préalable à tout, il est là. Et donc il doit avoir ses représentants présents dans ce processus. Il doit pouvoir être représenté. Pour autant, je ne suis pas naïf. Je ne considère pas aujourd'hui qu'il ait une légitimité intacte pour qu'on décidât avec lui de manière biaisée de l'avenir de la Syrie. Voilà de manière très concrète. Donc ça peut consister d'ailleurs à faire en effet évoluer le processus de Sotchi, mais avec une méthode et des participants qui doivent, à mon avis, un peu bouger. Et je ne suis pas en train de dire que je suis hostile à ce processus. Le processus d'Astana a eu une utilité, mais clairement, à mes yeux, tel qu'il est fait, le processus de Sotchi ne permettra pas d'aboutir aux résultats souhaités. C'est pour ça que la France participera au groupe des affinitaires organisé en février par la Turquie. Et c'est aussi pour ça que je souhaite que nous puissions travailler ensemble, ce qui n'est pas exclusif de tout autre dialogue et de tout autre format, sur une feuille de route qui prendra en compte ces critères. Oui, alors, par rapport au processus d'Astana, bien sûr, nous avons lancé ce processus et nous avons fait la 8e de ces réunions. Et avec les travaux de cette 8e travaux, le processus est en cours, se poursuit. Alors, il ne s'agit pas d'un processus à laquelle participent uniquement la Russie, l'Iran et la Turquie. Les États-Unis participent, la Jordanie est aussi membre observateur, et le nombre avec les pays observateurs est plus important. Et à la poursuite de ce processus, il y a eu également les travaux qui ont été lancés à Sotchi. Et le processus de Sotchi, en fait, les processus d'Astana et de Sotchi ne sont pas des processus alternatifs au processus de Genève. Ce sont des processus qui ont pour objectif de compléter les travaux de Genève. Et ces travaux se poursuivent de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, il y a une influence sérieuse de la Russie. Il y a de même une influence de l'Iran. Et la Turquie, qui a 911 kilomètres de frontière avec la Syrie, a une place importante également en Syrie. Bien entendu, le nord de la Syrie est une menace permanente pour la Turquie. Aujourd'hui, une certaine zone au nord de la Syrie est sous notre propre contrôle, mais au nord de la Syrie, nous n'autoriserons pas que l'on crée un corridor du terrorisme au nord de la Syrie. Là, nous sommes déterminés. Si l'on essaye de créer cela, nous ferons le nécessaire, quel que soit ce nécessaire. Nous le ferons. Là, il n'est pas question que nous fassions de marche arrière. Pourquoi? Parce qu'à la frontière, nous avons des villes, des installations, et par ailleurs, nous avons à peu près 260 000 réfugiés qui sont dans des camps qui sont le long de cette frontière avec la Syrie. Et à l'heure actuelle, tout le problème, c'est que des organisations comme le YPG, le PYD, qui sont des organisations annexes du PKK, ces organisations, en fait, essayent de passer du nord de la Syrie vers la Méditerranée. Ça, il n'est pas question que nous l'autorisions. Là-dessus, nous sommes très déterminés. Et il faut que nos amis puissent agir avec nous. C'est ce que nous attendons d'eux. Mais malheureusement, des pays qui sont des amis des États-Unis, qui sont nos amis au sein de l'OTAN, nous leur avons dit, continuent encore à envoyer des tonnes de camions d'armes, de blindés et de munitions au YPG, au PYG. Ça, c'est une tristesse. Ce n'est pas possible. Si nous sommes des alliés, il faut faire le nécessaire. D'ailleurs, nous avons proposé de mener cette lutte contre le Daesh ensemble, mais ils n'ont pas accepté. Et ils essayent de combattre une organisation terroriste avec l'aide de 2 autres organisations terroristes. Cette conception n'est pas de la lutte contre le terrorisme. Ça, il faut être clair, il faut effacer ça de nos têtes. Et on ne peut pas poursuivre cela. Nous sommes, nous, déterminés à continuer de la sorte.
Ce mois-ci, nous sommes à Sochi. Le mois prochain, nous serons à Istanbul. Ensuite, nous serons à Téhéran. Et nous allons continuer ce processus. Mais notre objectif, ce n'est pas une solution avec Bachar el-Assad. Notre objectif, c'est une solution sans Bachar el-Assad. C'est une solution qui sera déterminée par la libre volonté démocratique du peuple syrien, avec une élection libre menée par le peuple syrien. C'est à cela que nous devons venir en aide. Et il faut que le peuple syrien puisse exprimer sa propre volonté. Et il faut que nous puissions voir cela tous ensemble. C'est ce que je pense. Et c'est pour ça que, bien sûr, nous apporterons tout le soutien nécessaire dans ce sens. Président, bonsoir. Marie Chantret pour LCI TF1. Sur les droits fondamentaux, les droits de l'homme, Monsieur Macron, vous le dites, nous avons des désaccords. Peut-on savoir quels cas précis ont été évoqués lors de vos entretiens de travail tout à l'heure? Le nom d'Osman Kavala a-t-il été abordé? Enfin, sur la liberté d'expression, que vous évoque Monsieur Macron l'expression utilisée par votre homologue de jardinier du terrorisme? Sur les cas qui ont été évoqués, le nom que vous mentionnez fait partie des cas que nous avons évoqués, comme l'université de Galatasaray. Après, vous me permettrez, par souci d'efficacité, de ne pas égrener la liste de noms. J'ai tout à l'heure donné une idée en évoquant le fait que j'ai aussi relayé les noms qui m'avaient été transmis par Reporters sans frontières et plusieurs dirigeants de presse français, avec les éléments de fait que nous avions. Mais je pense qu'il est préférable que d'abord il y ait ce travail qui soit établi, et c'est plus efficace plutôt que de jeter en pâture des noms divers et variés. Mais nous avons eu, dans le cadre de notre entretien bilatéral, une discussion nom par nom et cas par cas, et nous allons continuer, comme le président s'y est engagé, je le remercie, à poursuivre en cette direction. Ensuite, sur le sujet de la liberté d'expression, il est complet. Il ne se divise pas. Je crois que c'est ça ce qui caractérise l'état de droit. La lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre des personnes qui agissent pour détruire, pour tuer, ou qui y sont liées et qui constituent une menace radicale pour la sécurité publique. C'est la mission de l'État de les arrêter. Nous avons, nous-mêmes en France, eu à connaître cela, la Turquie a à le connaître. Mais exprimer une opinion, si elle n'est pas une invitation au crime, si elle n'est pas une opinion qui consiste à détruire l'autre ou à revendiquer ses thèses définies comme étant terroristes, nous en avons une définition claire, alors c'est une opinion. Et elle doit être libre. C'est ça l'état de droit. Et la liberté d'opinion, d'expression, de conscience, c'est un bloc. Voilà ma conviction profonde. Il ne se divise ni ne se détricote. Il est absolu. Il implique des responsabilités. Il implique ce que sont les exigences de la vie démocratique. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Evet. Oui. Kavala'nın avukatları var. İyi. Osman Kavala a des avocats, c'est bien. Ve burada da demek ki bu avukatlar bayağı iş Et ces görüyor. avocats font beaucoup de travail ici aussi, apparemment. Ils travaillent. Ama Türkiye'de İstanbul'daki Mais 2013 en Turquie, gezi à Istanbul, olaylarının bunlar les événements de 2013, planındaki aktörleri olduğunu ben hanımefendiye hatırlatayım. moi, da je voudrais rappeler à onun Madame üzerinde qu'ils bir font çalışma partie des acteurs en arrière-plan des événements de Gezi en 2013 à Istanbul. Madame devrait travailler là-dessus, ce serait bien. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Et merci à nouveau. Size au président teşekkür d'être là. ediyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için.